Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je me présente, Michel Tisdel. Je suis conseiller en gestion des relations médias à la Ville de Lévis. J'animerai aujourd'hui cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier, présentera les prochaines mesures mises en place au sujet du développement immobilier dans la Ville. Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Dominique Deslauriers, directeur général de la Ville de Lévis, et de M. David Boudreau, directeur général adjoint développement durable. À la fin de l'allocution, nous enchaînerons avec les questions portant sur le sujet du jour. Il y aura ensuite une période de questions sur les autres sujets s'il nous reste un peu de temps avant la prochaine séance du Conseil de Ville. Donc, alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à ce point de presse en ce vendredi. D'abord, depuis quelques mois maintenant, j'ai indiqué à maintes reprises qu'on se devrait de ralentir le pas face à la croissance fulgurante qu'on connaît. Nous en sommes là aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle, en réponse au développement immobilier accéléré qui génère des impacts importants sur les infrastructures municipales, nous recommanderons au conseil municipal, lors de la séance extraordinaire de ce vendredi, de mettre sur pause temporairement l'émission de nouveaux permis de construction dans les secteurs desservis par les usines de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas et de Desjardins. Je ne sais pas si vous venez de la recevoir, parce que j'ai demandé d'ajouter votre compréhension une planche. L'avez-vous reçue? Non? Ah, OK. C'est pas possible de la recevoir au niveau des médias. Simplement pour vous dire, simplement pour vous dire qu'on a sept stations de traitement des eaux usées. Parce que c'est pas dit dans le communiqué, là, mais j'aurais trouvé intéressant que vous ayez l'image. Je vais essayer de vous la faire avoir. Mais on a 7 stations de traitement d'eau usée. Il y en a 2 qui sont affectées par les 2 règlements qu'on adopte. Ça va-tu? C'est que pour le reste de la ville, ce qu'on va vous expliquer, c'est que the show must go on. Ça continue. Alors, ça vous va? Alors, c'est bien important. C'est pour ça que j'essaye de vous faire parvenir cette petite image. Je me suis aperçu qu'on l'a oublié au montage, mais quand même extrêmement importante sur les 7 usines de filtration. Ce qui veut donc dire, par exemple, qu'à Bréquéville, à Saint-Étienne, donc dans le secteur Carrefour-Saint-Romuald, vous savez où est le Carrefour-Saint-Romuald, le Costco, tout ça, ça continue le développement, là. Vous me suivez? Ça va être bien important, mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Alors donc, simplement pour vous dire également que je vais vous faire un petit aperçu de ce qui s'est passé au cours des dernières années à la Ville de Lévis. Est-ce qu'on pourrait faire tourner la première image? Je vais juste vous donner une perspective qui vous démontre à quel point, au niveau de la Ville de Lévis, on est en tête du développement. Tu sais, quand on dit Lévis est numéro 1 pour la croissance économique, c'est pas pour rien. Ça fait des années qu'on a ce titre-là. On en est très fiers d'ailleurs. Et vous voyez les mises en chantier par 1000 habitants. Ça, c'est un portrait qui a été pris de juillet 2022 à juin 2023, par l'Association des professionnels de la construction du Québec. Alors, vous voyez qu'à Lévis, il y avait 18 chantiers en marche, alors qu'à Gatineau, il y en avait 9,7, à Terrebonne, 7,4, à Trois-Rivières, 7,1, à Sherbrooke, 6,3 et à Québec, 5,3. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur, donc, des travaux de construction à Lévis par 1000 habitants. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, c'est aussi fort intéressant pour Lévis parce que, évidemment, on connaît un développement aussi économique fulgurant avec la construction navale qui se prépare, l'intelligence artificielle, et on est passé de 4700 à 5000, au-delà de 5000 entreprises maintenant. Alors donc, à Lévis. Alors, pour répondre à la demande, je vais vous présenter une autre petite planche qui vous donne une petite idée. Ça, juste pour vous donner une idée, là, c'est ce que j'ai présenté à la Chambre de commerce en février dernier. La planche qu'il y a là, elle est exactement ce que j'ai présenté à la Chambre de commerce. Le seul élément que j'ai ajouté, là, c'est ce qui est en rouge, en orangé en bas. Quand je suis allé à la Chambre de commerce, j'ai dit, le chiffre qui apparaissait au lieu de 18 000, c'était 15 505 unités d'habitation. C'était 15 000. Alors, on est quel mois, là? On est février, on est novembre, OK? Regardez le bond spectaculaire. Je suis rendu cette année
au 30 et au 31 octobre à 3041 une nouvelle unité d'habitation, ce qui fait que le chiffre que j'ai donné en février est rendu à 18 546 au lieu de 15 505. Un autre petit chiffre aussi qui est bien important quand on parle de développement, c'est que notre développement, nous, quand on le prépare et on le planifie, on le base sur des prévisions. Donc, en 2015, notre population était de 144 560 et en 2023, elle est maintenant de 156 225 habitants. En moyenne, 1625 nouveaux citoyens par année et au cours des 3 dernières années, 6 000 nouveaux citoyens donc se sont ajoutés. Vous voyez que la cadence augmente même dans les 3 dernières années puisque c'est 2200 nouveaux résidents annuellement. Alors, vous voyez l'augmentation de la cadence qui est quand même assez intéressant aussi. Entre 2020 et 2023, on était au premier rang pour la croissance de la population parmi les 10 grandes villes au Québec. Ce qui veut donc dire que on est parti qu'en 2019, la population qu'on a maintenant, l'Institut de la statistique du Québec, avait prévu cette croissance pour 2046. Donc, notre développement est assez fulgurant et assez intéressant du reste. Alors, actuellement, OK, si on passe à l'autre planche maintenant, actuellement, au 1er janvier, depuis le 1er janvier 2021, nous avons autorisé 10 000 unités d'habitation. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont toutes construites, mais c'est quand même extrêmement important, notre développement, et on en est très fiers d'ailleurs. On continue. Alors donc, pour poursuivre, oui. Alors donc, autre tableau que j'avais présenté à la Chambre de commerce, j'avais dit, nous, nos estimés, ça c'était au 14 février 2024, quand j'ai fait ma présentation à la Chambre de commerce, souvenez-vous, j'avais un tableau de 6 262 unités, 2023, 2024, 2025. Or, on est rendu à 8 700 au 31 octobre, mais on va certainement passer le cap des 9 000. Alors, ça vous donne une idée dans de 2023, 2024, 2025 de l'ampleur de notre développement. C'est 40 d'augmentation. Je vous donne ces quelques chiffres-là pour vous montrer à quel point, notre population augmente effectivement. Alors, on peut continuer dans la présentation. Ce que je voulais maintenant vous présenter, c'est que, vous voyez là, l'unité d'habitation au cours des 3 prochaines années. Celui-là, c'est bien important de le mettre en contexte. Ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, on annonce un arrêt, n'est-ce pas? Vous me suivez jusque-là, dans 2 zones. Dans 2 zones, c'est pas les zones d'usines de traitement, ça ne correspond pas nécessairement à des quartiers précisément, vous me suivez? C'est un peu différent, mais en gros, ça donne une idée, donc, des 2 zones. Est-ce que vous avez pu recevoir le tableau, finalement, des 7 usines? Oui, de traitement, Alexandre, est-ce que ça a été possible de l'envoyer aux médias? Bon, OK. Alors, c'est juste pour que vous l'ayez, parce que j'y tiens. Alors, au cours des 3 prochaines années, ce tableau-là, ce qu'il dit, c'est ceci. C'est que, indépendamment des règlements qu'on adopte aujourd'hui, il va sortir de terre. Il va sortir de terre pour les 3 prochaines années, en moyenne, 2000 unités d'habitation sur tout le territoire, incluant les 2 territoires touchés. Est-ce que vous me suivez? C'est bien important. Pourquoi? Parce que les autorisations ont été octroyées. Ce qui veut donc dire que pendant les 3 prochaines années, nous allons maintenir une lancée assez impressionnante, dans le développement même de ces 2 zones-là. Alors, je vous donne un exemple. Si vous allez sur Guillaume Couture, vous allez voir qu'il y a des travaux pour creuser des sous-sols. Alors là, il y a des édifices de 8-10 étages qui vont monter cette année, l'an prochain. Ce qui veut donc dire que dans ces 2000 unités d'habitation en moyenne, comment on les comptabilise, on a 5000 unités d'habitation en fonction des permis déjà octroyés dans les 3 prochaines années. Et on estime que dans les zones où on va pouvoir construire, où on n'a pas de limite, on va en avoir minimalement 1500 unités. C'est un gros minimum. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça veut dire que demain matin, dans ces zones-là, le développement ne s'arrête pas. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments dans cette présentation-là. Oui, il y avait quelques autres éléments que je voulais apporter. Maintenant, vous avez vu le PQI qu'on a adopté, programme quinquennal d'immobilisation qu'on a adopté la semaine dernière. Voilà. Alors, ça, c'est très important, le tableau que vous voyez là. Au fond,
depuis 2020-2021, notre direction de l'ingénierie, notre direction générale, a mis au point donc un plan d'action qu'on est en train de réaliser. Et comme je le disais, comme on le dit dans le programme quinquennal d'immobilisation, on prépare l'avenir pour les 25 prochaines années. Ce qui signifie que dans nos investissements 2021-2029, on a procédé dans un premier temps entre 2021 et 2025. Vous voyez ce qui est en orangé? C'est juste pour que vous compreniez bien notre évolution, notre plan en 3 séquences. La troisième n'apparaît pas, mais je vais vous l'expliquer. La première séquence, c'est il fallait remettre en ordre nos infrastructures d'égout. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer dans les rues. Et donc, c'est ce qu'on a fait de façon majeure. Juste pour vous donner un exemple concret qui est en construction actuellement, si vous allez sur la rue Saint-Omer à Lévis, vous allez voir l'ampleur des travaux qui sont réalisés pour la mise à niveau de nos infrastructures d'égout. Ça, c'est fondamental. Deuxième étape qu'on est en train d'entreprendre, vous voyez qu'à ce moment-là, le orangé diminue et on augmente le grisé. Le grisé, c'est le traitement des eaux usées. C'est vraiment là qu'on va mettre beaucoup d'argent dans les prochaines années, d'où les 2 règlements qui vont nous permettre de remettre à niveau ces 2 usines-là. Ça vous va? Non seulement les remettre à niveau, mais ajouter de nouveaux équipements pour être capable de répondre aux besoins nouveaux. Alors ça, c'est important. Je ne sais pas s'il y avait un autre tableau qu'on pourrait voir ou si ça a fait le tour pas mal. Ça fait le tour. Alors donc, dans les prochaines étapes pour nous, c'est que la fin des travaux de mise à niveau de nos infrastructures, elle est prévue pour 2029. Mais il ne faut pas oublier que dans l'intervalle, là, je parle dans les 2 secteurs dont on parle qui font l'objet du règlement. Dans l'intervalle, les gens d'affaires ont besoin de prévisibilité et on va s'assurer de leur fournir en continu l'information sur l'évolution des travaux. Les permis vont continuer à être émis pour toutes les zones non concernées par les restrictions. Vous l'avez sur la carte, là, les 6, vous l'avez peut-être reçu, là, les 6, les 2, il y a 2 usines de touchées sur 7, les autres ne sont pas touchées. Donc, les permis continuent, c'est la vie quotidienne qui se poursuit, et en fonction de l'évolution des travaux, la Ville va informer les demandeurs en continu. Autre point important à signaler, on peut peut-être passer à l'autre plage. Autre point, c'est qu'entre-temps, dans toutes les zones de la Ville, y compris celles qui sont présentement un peu plus impactées, les gens d'affaires et les citoyens vont pouvoir poursuivre le dépôt de leurs projets de développement résidentiel, commercial et industriel qui seront analysés par le bureau de projet et par le développement économique. Donc, on continue à développer des projets, à les déposer parce que le moratoire est une durée de 2 ans, n'est-ce pas? Et donc, on va pouvoir continuer à recevoir tous les projets. Dès le début du mois de janvier, c'est ce que j'ai annoncé aussi aux gens d'affaires hier, nous allons créer un groupe de travail qui sera mis sur pied par le comité exécutif avec le rôle d'assurer la prévisibilité souhaitée par les gens d'affaires dans leurs projets. Je donne un exemple. On fait des travaux, vous l'avez vu tantôt, jusqu'en 2029, mais il se pourrait qu'on soit capable de libérer des capacités au fur et à mesure des travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va aller chercher ce qu'on appelle de la prévisibilité pour les gens d'affaires. Le groupe de travail va également accueillir pour analyse toute initiative proposée pour accélérer la cadence. Donc, on va rencontrer les promoteurs, les gens qui font du développement, et si eux nous arrivent avec des initiatives originales qui vont nous permettre d'aller de l'avant, bien, on pourra obtempérer. Enfin, j'ai rencontré donc toutes les organisations qui travaillent dans le domaine de la construction. Donc, j'ai eu une rencontre avec eux récemment. Ce qu'on a convenu ensemble, donc avec l'Institut de développement urbain, avec l'Association professionnelle de construction et d'habitation du Québec, avec l'Association de construction du Québec et la Chambre de commerce, nous avons convenu de créer une table de concertation permanente dès janvier prochain pour notamment suivre l'évolution des travaux et en même temps regarder comment on peut apporter divers ajustements. Alors voilà en gros les éléments que contient ce document. Est-ce qu'il y avait autre chose pour le moment? Voici maintenant la carte des zones qui sont touchées par les 2 usines. Ça, la carte que vous avez là, c'est les 2 usines, la desserte, si on veut, là, des 2 usines de traitement des eaux usées
dont on vous a parlé. Pour le reste, vous le voyez, dans le secteur centre, en ce qui concerne le Carrefour Saint-Romuald, ils ne sont pas touchés parce qu'ils ne font pas partie de cette usine-là. Vous avez la carte des 7 usines, ça vous donne une idée de là où on peut poursuivre le développement. Ce qui veut donc dire que, comme on l'a déjà signalé, il y a des zones qui sont en surchauffe dans le développement où on va diminuer la cadence, mais on continue ailleurs sur le territoire, de telle sorte qu'en moyenne, on ne sera pas à 3000 unités, comme on voit cette année, qui est des records jamais atteints, mais on va continuer à opérer sur la base de 2000 nouvelles unités qui vont sortir de terre annuellement au cours des prochaines années. Cela étant dit, donc, ça signifie qu'il y aura certaines restrictions et pour nous, il ne fait pas de doute que ce qu'on a opté de faire, parce que notre plan d'1 demi-milliard, je vais vous dire les deux choix qu'on avait. Les deux choix qu'on avait, ils étaient assez simples finalement, parce que il ne faut pas oublier que dans les choix qu'on a faits, alors nous, l'objectif, c'était de poursuivre le développement. Et là, je vous donne un exemple. Prenons la station de traitement des eaux usées de Desjardins. Vous l'avez sur la carte, donc la station qui apparaît où c'est indiqué Lévis. Ça va? Alors, cette station-là, ce qui était prévu à l'origine, en 2020, c'est on la met aux normes en prévision de l'Institut de la statistique du Québec. On la met aux normes et si on voulait, donc, à la ville de Lévis, on pourrait dire, on met aux normes l'usine, mais on arrête notre développement. Vous me suivez jusque-là? Mais mettre aux normes l'usine de Desjardins, c'est 10 millions pour la mise aux normes. Mais on ne s'arrête pas là. On injecte 58 millions. Le 48 millions va être en augmentation de capacité. Ce qui veut donc dire qu'on aurait pu opter pour dire on ne fait plus de développement, auquel cas j'investis 10 millions, puis je suis correct pour passer à travers tout mon développement. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut poursuivre notre développement pour les 25 prochaines années. Ce qui veut donc dire qu'avec l'augmentation de la capacité de Desjardins, progressivement, surtout à compter de 2029, mais il sera possible dans l'intervalle de voir comment on peut libérer des unités, progressivement, avec la décision qu'a pris le conseil municipal de mettre de l'avant son ambitieux programme, alors nous allons augmenter dans Desjardins la capacité pour 10 000 nouvelles unités d'habitation uniquement dans cette zone-là. 10 000. Dans l'ouest de la ville, Saint-Nicolas, nous allons y investir à l'usine de traitement 40 millions. Au départ, si on avait procédé uniquement à une mise à niveau, ça nous coûtait environ 6 millions. À 6 millions, j'assure le développement dont je vous ai parlé pour les 2-3 prochaines années. Je roule bon an, mal an à 2000 unités qui sortent de terre, puis je fais un job. Me suivez-vous jusque-là? C'est important parce que j'essaie de distinguer les travaux qu'on va faire. Mais on ajoute 34 millions pour l'augmentation de la capacité, où là encore, je vais développer une nouvelle capacité de 10 000 unités. 10 000 plus 10 000, ça fait bien 20 000. Enfin, à Saint-Romuald, même si cette usine-là, il n'y a pas d'enjeu pour le moment pour la continuité du développement, vous l'avez vu, nous allons quand même investir 21 millions pour en augmenter la capacité et aller chercher un autre 5 000 unités supplémentaires. Ce qui veut donc dire que le choix que nous avons fait est celui de poursuivre le développement. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble de nos travaux, d'ici 2029, vont nous permettre de dégager 25 000 nouvelles unités d'habitation. Entre-temps, il y a un passage obligé pour ces deux zones, mais je vous rappelle que j'ai déjà indiqué très clairement que ces deux zones étaient en surchauffe. Comme elles sont en surchauffe, il appartient à la Ville, à partir de cette surchauffe, de déterminer les endroits où elle souhaite axer son développement. C'est la raison pour laquelle on va continuer à avoir 2000 unités qui vont sortir de terre pendant les 3 prochaines années. Entre-temps, les promoteurs peuvent continuer à déposer les projets, ils seront analysés, y compris en passant des amendements de règlement qui pourraient être demandés, etc. Ça continue comme si rien n'était. Dans les zones non touchées, bien sûr, dans la mesure, vous le savez comme moi, que dans la mesure où les projets sont conformes aux normes,
alors les gens vont pouvoir procéder. Donc, aux normes et aux règles édictées, donc les gens vont pouvoir procéder au développement. Voilà, en gros, le résumé que je voulais en faire. J'essaie d'être le plus clair possible parce que c'est sûr que quand on est en eau usée, souvent, on a la vue un peu brouillée, n'est-ce pas? Alors donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de vous dresser le portrait le plus intéressant possible. Il faut dire une chose. Alors, pouvez-vous revenir au tableau qu'on avait tantôt sur le thermomètre? J'ai oublié de vous présenter la 3e période de travaux qui s'en vient. Alors donc, OK, oui, celle-là. Non, pas celle-là, l'autre. L'autre, bon, celle-là. Tantôt, je vous avais dit, on a trois grandes phases dans la remise à niveau. Et ça fait l'objet d'un plan d'action, donc qui est mis en marche depuis 2021. Et là, après 2029, on a une autre étape qu'on va franchir, qui est celle de ce qu'on appelle l'interconnexion des réseaux d'eau potable de la ville. Ça, c'est important. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple. On a une usine de filtration dans Desjardins qui a une super capacité. Vous me suivez? Lorsqu'elle a été construite. Donc, nous, ce qu'on va faire progressivement, c'est qu'on va intégrer les réseaux d'aqueduc. Là, on n'est plus dans les eaux usées, là, on est dans l'eau. On va intégrer ces réseaux-là ensemble pour faire en sorte que, je vous donne un exemple fictif. C'est arrivé pour le vrai, d'ailleurs, à Lévis. Supposons que notre source d'eau dans la rivière Chaudière est contaminée. Comme c'est arrivé avec l'accident de lac Mégantic, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui sont qui ont un certain âge qui s'en souviennent. Moi, je m'en souviens, mais écoutez, je vous dis ça. Alors, et là, on n'est plus capable de distribuer l'eau. C'est 50 000 de population, pas loin. Alors, on va pouvoir pousser de l'eau de l'usine de Desjardins pour alimenter la population et vice-versa. Vous me suivez? On a une prise d'eau dans le fleuve, on a 2 prises d'eau dans le fleuve, alors on va pouvoir pousser l'eau également. Mais là, je tiens à le dire parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se questionnent là-dessus. Là. L'atteinte des capacités, là, c'est uniquement les eaux usées. Là. Soyons bien clairs, là, demain matin, là, tout le monde continue à flusher sa toilette et il n'y a pas de problème d'eau potable. C'est important de le rappeler parce que les gens nous demandent si on va manquer d'eau potable. La réponse est non. Il n'y a aucun enjeu pour l'eau potable. Et d'ailleurs, au niveau de l'eau potable, j'en ai pas parlé parce que c'est des travaux. Tu sais, quand je vous dis, en 2029, on s'en va progressivement vers l'eau potable, ben, on commence déjà. Là. On va avoir des poursuites de travaux d'interconnexion des réseaux d'aqueduc pour 14 millions entre Desjardins et Saint-Romuald. Hein? On va avoir des travaux d'eau potable Charny, Saint-Romuald pour 13 millions. On va avoir aussi des remises à niveau de postes de pompage, d'infrastructures autres. Tu sais, en fait, je vous brosse le portrait plutôt généralisé. Alors voilà, en gros, ce que ça signifie. Ça signifie que dans l'intervalle, nous avons prévu 2 mécanismes, comme il a été dit tantôt, notre groupe de travail et notre table de concertation permanente avec nos intervenants en construction. Donc, notre objectif, qui est très clair dans notre programme quinquennal d'immobilisation, c'est nous, le choix qu'on a fait, c'est on poursuit notre développement. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans notre PQI, 90 de nos investissements sont reliés à la mise à niveau ou au développement de nos infrastructures. Alors donc, voilà. Maintenant, au niveau des restrictions proprement dites, évidemment, là, à ce moment-là, ça va amener, bien sûr, certaines contraintes à court terme qui vont être temporaires, bien sûr, et qui vont faire en sorte, bien sûr, qu'il va être interdit de réaliser certains projets de construction, de modifier l'utilisation d'un immeuble, et dès qu'on crée des besoins excédents, bien là, il faudra revenir cas par cas à la ville pour voir ce qu'on peut faire. Par contre, on a des exceptions qu'on va amener et sur lesquelles on va continuer à travailler. Puis je vous donne 2 exemples. Là. La construction navale, pour nous, c'est un must. On continue la mise à niveau du site du chantier, bien que les contrats sont prévus peut-être dans 1 an ou 2. Même chose pour les logements sociaux. Vous avez vu dans le communiqué de presse, on indique que lorsqu'il y aura des projets de développement de logements sociaux, bien là, on va être compatissant. De même aussi que d'autres éléments qui pourront nous arriver. C'est la raison pour laquelle on crée la table de concertation avec les constructeurs, les promoteurs,
pour être capable de mesurer au fur et à mesure qu'on va avancer ces éléments-là. L'autre élément, c'est que les gens d'affaires, hier, lors de l'Assemblée annuelle de développement économique Lévis, nous ont demandé de la prévisibilité. Nous allons leur donner de la prévisibilité puisque notre ingénieur-chef va siéger régulièrement à la table de concertation pour faire le point, informer les gens et voir comment on peut accélérer le processus pour libérer le plus de possible d'usage. Alors, je tiens à vous dire aussi également que cette décision qu'on a prise va de pair avec notre densification, bien sûr, mais va de pair avec ce que vivent l'ensemble des grandes villes. Vous avez vu tantôt le nombre de chantiers, et vous avez remarqué Terrebonne sont très élevés aussi au niveau du nombre de chantiers. Je lisais tantôt que dans le budget à Terrebonne et leur PQI, la préoccupation sur l'eau est un élément extrêmement important dans leurs préoccupations. Vous avez vu, à Sherbrooke et à Gatineau, ils envisagent aussi des règlements semblables aux nôtres pour effectivement réduire la cadence du développement. Qu'est-ce qui s'est produit au cours des dernières années? Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Parce que la question est là. Hein? Souvent, les gens disent « qu'est-ce qui fait que ça arrive? » Ça arrive pour une simple et bonne raison. C'est que dans les dernières années, le ministère de l'Environnement a raffermi sa réglementation. Elle est beaucoup plus sévère sur les rejets d'eau usée. En même temps, ils ont donné des obligations aux municipalités. En parallèle à ça, le gouvernement aussi a clairement indiqué qu'il n'était pas question que les villes empiètent dans le territoire agricole. Conséquemment, comme on ne peut pas empiéter dans le territoire agricole, il faut densifier. On s'entend là-dessus. Toutes les villes sont condamnées à ça. Regardez Québec, regardez Sherbrooke, regardez Terrebonne, etc. Alors, il nous faut densifier. Alors, les règlements de contrôle provisoire qu'on adopte aujourd'hui, c'est, il ne faut pas l'oublier, un nouveau pouvoir accordé aux municipalités depuis juin 2023. Vous savez pourquoi? Parce que quand le gouvernement a raffermi sa législation au niveau de l'environnement avec tolérance zéro pour les rejets, les villes ont dit, ben oui, mais ça n'a pas d'allure. Nous, si les gens demandent des permis, on va être obligé de les accorder. Me suivez-vous jusque-là? Alors donc, on est dans l'obligation de les apporter. C'est la raison pour laquelle le gouvernement il dit, oh, ne vous inquiétez pas, on va vous donner un nouveau pouvoir. On va vous accorder, les municipalités, un nouveau pouvoir, ce qui a été fait en juin 2023, pour faire face aux enjeux de densification et aux problématiques reliées à la croissance. Et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Donc, ces pouvoirs-là, on ne les avait pas avant. Donc, ça nous permet, bien sûr, de contrôler notre développement, de cibler les endroits où on veut que le développement se poursuive, mais en même temps aussi, de nous assurer qu'on va respecter les règles de rejet d'eau usée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toute une équipe qui a travaillé. Alors, s'il y avait des questions plus techniques, moi, vous allez comprendre que les questions plus techniques, parce qu'à partir du moment où on adopte un règlement, c'est vraiment l'administration qui en assure le suivi. Alors, si vous avez des questions, j'ai M. Dominique Deslauriers, notre directeur général, et M. David Goudreau. Je les remercie infiniment aussi pour le magnifique travail qu'ils ont réalisé. Ce n'est pas de mince tâche. Ce n'est pas des décisions qui sont faciles à prendre, mais en même temps, comme je l'expliquais donc à nos développeurs à la ville de Lévis, c'est que nous, on va beaucoup plus loin que de remettre tout ça à niveau. On prévoit l'avenir pour les 25 prochaines années et nous allons débloquer d'ici 2029 25 000 nouvelles unités d'habitation. C'est ça, nous, qu'on est allé présenter aux gens d'affaires. Les gens sont satisfaits également des 2 tables qu'on a mis de l'avant. Donc, pour la table qui est mise de l'avant par le comité exécutif pour informer, avoir de la prévisibilité, et la deuxième table avec donc les diverses associations en construction. Alors voilà, ça fait le tour. Est-ce que j'ai fait le bon tour d'horizon pour le moment? Ça va? Oui, on y va. Alors, on sera disponible pour les questions. Je m'excuse, ça a peut-être paru long, mais il faut vraiment bien expliquer les choses. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On est maintenant rendu à la période de questions, donc on va procéder de la façon suivante. On va inviter les journalistes qui sont à la salle de l'Hôtel de Ville à venir poser les questions en premier. On ira en ligne par la suite. Donc, la période de questions porte sur le sujet du jour. Donc, je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier le média que vous représentez.
Bonjour à vous trois. Philippe Rodrigue Como, FM 93. Plusieurs questions. D'abord, juste une précision sur les stations. Il y en a 7 dans le tableau qu'on voit, là, celle des érables, c'est un petit carré. Là. Au niveau des capacités, là, on s'entend que les deux qui sont concernés par le moratoire, c'est les plus importantes de la ville. Avec ça celle représente de... quoi la proportion des autres par rapport Ben, à celles qui vont être... Je dirais avec celle de Saint-Romuald. Celle de Saint-Romuald aussi est assez importante. C'est tout le carrefour Saint-Romuald que vous connaissez, là, Costco. Elle peut continuer à opérer. Donc, ce qui veut donc dire qu'on prévoit, comme je vous disais, quand même, avec les autorisations qui ont été données, on va rouler à peu près dans l'intervalle à 2000 nouvelles unités par année qui vont sortir de terre. Mais en gros, il reste quoi? Il y a 50 des stations qui sont à pleine capacité, qui sont incapables d'en prendre plus. J'essaie d'avoir un portrait. Ben là, je vais laisser nos gens répondre, là, parce que là, Ouais. vous êtes plus dans le technique. Allez-y donc, monsieur. Oui. C'est sûr qu'on n'a pas la quantification du chiffre exact, mais on est vraiment dans les pôles de densification où il y a eu beaucoup de pression de logement. L'accroissement figurant a été connu dans ces deux secteurs-là. C'est des secteurs qui sont basés sur des bassins versants, donc c'est pas basé sur les zones administratives. Fait que c'est sûr que l'adéquation est un peu difficile à faire, mais on a 3 gros secteurs dans le lac structurant qui est Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Desjardins qui sont touchés. Je n'ai pas les proportions et ce serait dur pour moi de donner un chiffre en pourcentage. Est-ce qu'il y en a parmi les 5 qui ont encore la capacité, qui approchent la limite aussi? Qui vont nécessiter peut-être un moratoire, comme on le voit là? Actuellement, on monitore très bien l'ensemble des stations depuis 2019 avec l'équipe de la direction du génie. Fait qu'on regarde un peu l'état de situation, puis on essaie de mettre au PQI, on met les investissements nécessaires pour assurer le maintien de ces infrastructures-là. Saint-Romuald a fait l'objet d'un investissement majeur depuis 2 ans, d'une vingtaine de millions de dollars pour redonner des capacités. Donc oui, on monitore en continu. Donc aujourd'hui, on a des capacités qui sont disponibles dans l'ensemble des autres secteurs. Qui n'approchent pas les limites. Oui, OK. Mais c'est ça. Non, on est correct pour Saint-Romuald. 5 000 unités, là, je vous le dis. Là, il reste quelques petits travaux à compléter, puis on n'aura pas de problème. Le 5 000 dont je vous parlais, là, il va être libéré. Mais il y a une affaire que j'ai oublié de vous dire qui est importante. À 25 000 unités d'habitation, on va probablement avoir fait amplement le tour du jardin de ce qu'on peut développer dans le périmètre urbain. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, nous, notre objectif, quand on dit, bien, on prépare l'avenir pour les 25 prochaines années, c'est, je vous donne un exemple, dans l'Ouest, on prévoit 10 000 nouvelles unités. Je ne suis même pas sûr qu'on va pouvoir faire ça dans le périmètre. Mais on pourra avoir du développement économique et autres éléments, et il faut quand même prévoir l'avenir. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des zones qui ont été en surchauffe, qui aussi ne sont pas en fin de vie, mais leur développement, il y en a plus de fait que ce qui reste à faire. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça a l'air pas important, ce que je dis là, mais c'est important. C'est qu'il y a des zones où c'est déjà beaucoup construit. Alors, c'est sûr que eux, le rythme risque de ralentir un peu au fil des années. Mais toujours est-il qu'avec les unités qu'on va débloquer, parce que l'enjeu pour nous, là, il y en avait 2. Si on stoppe le développement, j'y vois avec les investissements minimaux dont je vous ai parlé. Si je veux continuer à développer, bien là, on met le 325 millions dont je vous ai parlé. C'est aussi simple que ça. La décision qu'on a prise, c'est aller de l'avant avec les 25 000 unités. Ma prochaine question est pour M. Deslauriers. On s'entend, un moratoire, c'est jamais souhaitable. C'est une action, une mesure temporaire face à une situation qui n'est pas nécessairement celle qu'on souhaitait. Vous avez été adjoint directeur au développement durable, directeur de l'urbanisme depuis déjà plusieurs années. Comment on en est arrivé à ça aujourd'hui? Comment vous avez fait pour... Est-ce que vous aviez donné des avis à la Ville? Pourquoi on en est là aujourd'hui alors que ça se dessinait? En fait, la réponse est assez complexe. Lorsqu'on a fait tout l'aménagement du territoire, on a revu l'aménagement du territoire de la Ville, le redéveloppement, il n'y avait aucune perspective d'avoir un développement de cette ampleur-là et à cette vitesse-là. On se disait que ça va prendre 10 ans avant qu'on puisse vraiment voir là, une dynamique qui s'établit en redéveloppement. Et ça a pris moins de la moitié de ces années-là pour dire qu'il y a un élan et un boom, une explosion. Il n'y avait aucune perspective, vraiment aucune, et de loin, aucune perspective de croissance démographique comparable à celle qu'on a vécue dans les dernières années. Et un peu à chaque année, quand on faisait le bilan, à chaque année des unités puis de la croissance démographique qu'on connaissait, on se disait, bien,
c'est une grosse année, l'année prochaine, ça ne va pas être aussi gros. OK? Et chaque année, on était surpris, on disait, wow, ça en fait des unités. Puis parallèlement à ça, notre taux d'inoccupation du logement, il ne diminuait pas. Pardon, il n'augmentait pas. Donc, quand c'est faible, c'est pas intéressant. 1 1 Donc là, on dit 1 On est dans le rouge. On construit, puis on est encore 1 Donc, à quelque part, il y a un besoin de logement qui devait être répondu. Donc, cet élan-là, si on l'avait, disons, volontairement freiné, bien, ça aurait été d'accroître la problématique de logement encore plus. Donc, à un moment donné, bien, on a vu que la dynamique commençait à s'établir à long terme pour une croissance comme celle-là. Et parallèlement à ça, vu la vitesse, bien là, on a eu des indicateurs dans nos installations de traitement qui commencent à nous dire, bien là, on arrive à terme de la capacité. Puis les dernières années, la vitesse était tellement élevée, puis le nombre d'unités à construire était tellement élevé également, que ça fait en sorte qu'il y a eu une convergence, vraiment une convergence. Puis vous savez, le gouvernement a mis tout en place pour que les municipalités favorisent le logement. Hein? Ils ont adopté des modifications législatives, ils ont donné des nouveaux pouvoirs aux municipalités, même de contourner les règlements standards en urbanisme. Bien, ça a fait en sorte que nous, on a profité de tout ça, on a fait du logement en quantité, vu qu'il y avait des besoins réels à la ville de Lévis. Puis là, bien, on arrive à cette convergence-là, qu'on dit, bien là, on n'a plus le choix de ralentir. On aimerait ça en faire d'autres des logements parce qu'il y a des besoins encore comme ça. Mais malheureusement, nos infrastructures, à un moment donné, ils atteignent un seuil qu'on ne peut plus, puis on doit prendre la décision telle qu'on la propose au Conseil aujourd'hui. Et M. Deslauriers a tellement raison sur le redéveloppement que, par exemple, sur Guillaume Couture, jamais on n'aurait pensé atteindre une telle ampleur parce que, je vous donne un exemple, même des restaurants, entre guillemets, mythiques comme le Rina Pizza ont été vendus. Ça vous donne une idée, de l'ampleur du développement qu'on connaît. Alors, je vous donne ça comme exemple pour vous montrer à quel point, donc, on n'est pas numéro 1 pour la croissance, pour rien, là. C'est pas le fruit du hasard. Donc, on est vraiment une ville avec une superbe de grande attractivité, là. Il ne faut pas se leurrer, on le sait. Donc, à partir de ce moment-là, le gros avantage, c'est que depuis 2020, on a tout simplement revu nos plans pour ajouter non seulement une mise à niveau, mais des ajouts d'équipements. Mais les ajouts d'équipements, on va les faire progressivement jusqu'en 2029. Alors donc, c'est un passage. Et le moratoire n'est pas jusqu'en 2029, il est 2 ans seulement. Donc, nous, on pense que dans l'intervalle, on va déjà avoir redonné pas mal de capacité, mais je vous dis qu'il y a certaines zones, comme dans l'ouest de la ville, où il ne reste pas tant de développement à faire aussi. Okay? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une surchauffe, mais en même temps, ça donne qu'il en reste moins. Par contre, dans le secteur de Lévis, le potentiel est quand même assez important encore. Alors, c'est la raison pour laquelle on va aller le plus vite possible, mais on a une planification. Les plans d'action ont été déposés en 2020. Mais quand ils ont été déposés en 2020, je vous rappelle que l'Institut de la statistique prévoyait que la population qu'on a aujourd'hui, on allait l'avoir en 2040. Vous me suivez? Alors, nos gens travaillent en fonction. On est dans la prévision, là. Hein? Vous me suivez jusque-là? Alors, ça, c'est important. Et c'est surtout le redéveloppement qui nous a amené, ces éléments-là. Parce que là, le gouvernement nous dit, « Ah non, Lévis, là, oubliez le périmètre urbain, vous devez densifier. » Alors, c'est là qu'on s'est dit, on va faire du redéveloppement sur nos artères principaux, la 116, Guillaume Couture, Kennedy, pour aller chercher du volume, mais en même temps, favoriser le transport en commun, etc., etc. Alors, c'est ça. Je vais laisser la place aux autres après. Dernière question. Monsieur le maire, ça prête pas flanc à la critique de l'opposition qui dit que vous avez perdu le contrôle dans les dernières années. Vous avez parlé du double d'unités. Ça fait longtemps, là, depuis 2015, que c'est le double. Il y a le côté, la question du taux d'inoccupation, mais de l'autre, l'opposition dit qu'il n'y a pas les infrastructures qui suivent. Et là, ben, on est pris avec des infrastructures qui sont insuffisantes pour la quantité de gens qui arrivent, d'unités qui se construisent. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait exact ce que dit l'opposition. D'abord, il y a une planification qui a été faite. Et d'ailleurs, du côté de Repensons Lévis, ils sont membres du conseil municipal. Et en juin dernier, tout l'état de la situation sur les infrastructures leur a été présenté dans le détail, dans les moindres détails, par notre ingénieur-chef. Et le plan qui était à l'époque de 307 millions, je pense, dans un premier temps, 305, 307, en tout cas, dans ces alentours-là, qui est passé, vous l'avez vu, à 324 millions, sont au fait de tout ça, là.
ils connaissent les échéanciers, ça leur a été présenté. Les tableaux que je vous ai présentés, notre ingénieur-chef a tout présenté ça au conseil. Donc, la direction de l'ingénierie, son plan d'action a été concocté en 2020-2021. Ils ont poursuivi après, et là, il est remis à jour en fonction de nos capacités. Mais attention, je vous le dis, je vous le réitère, il y a 2000 unités qui vont sortir de terre là, dans les prochaines années, à chaque année. Là. Alors, c'est pas vrai qu'on arrête la machine et que tout arrête. Alors ça, c'est complètement faux. Et il y a de grands projets qui vont continuer à voir le jour à Lévis. Cela étant dit, je vous rappelle que Repensons Lévis a voté contre le plan quinquennal d'immobilisation qui, à 90 % est consacré au développement des 25 000 nouvelles unités dont je vous parlais. Alors, eux, je pense que leur souhait, c'est de ralentir le développement, mais nous, on va être franc avec vous, on veut que le développement se poursuive à Lévis. Si je vous fais la différence entre les deux approches, c'est exactement ça. Merci. Prochaine question. Bonjour, Rosalie Sinclair pour Radio-Canada. J'aurais voulu vous entendre sur les projets qui vont être touchés. On comprend que ça va être les grands projets immobiliers, mais jusqu'où ça s'étend pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, pour les grands projets immobiliers, c'est impossible parce que c'est du cas par cas. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont déjà leur permis, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui sont suffisamment avancés, etc. Je vais laisser M. Deslauriers ou M. Gaudreault répondre parce que là, vous êtes vraiment dans le pointu, mais la question est bonne. Elle a été posée, d'ailleurs, par des membres du conseil municipal. Alors, c'est une bonne question, peut-être, M. Deslauriers. Oui, en fait, mon collègue, M. Gaudreault, pourra compléter. En fait, le règlement est assez clair. C'est pour les zones concernées, il n'y aura pas de nouveaux permis de construction qui seront émis. OK? Donc, à partir du moment où le Conseil adopte les règlements, les projets de règlement, il n'y a plus de permis qui peuvent s'émettre qui entraînent des rejets additionnels dans les installations de traitement des eaux usées. OK? Donc, le règlement, grosso modo, c'est ce qu'il mentionne. Donc, c'est assez englobant. Il y a des exceptions, par contre. OK? Puis les exceptions là, qui sont évidemment qui sont proposées au Conseil, qui sont basées sur ce qu'on appelle un peu des services essentiels aux citoyens, entre autres. Là. Parmi là-dedans, il y a des travaux normaux d'entretien et de rénovation d'un bâtiment. Ça va pouvoir se poursuivre. L'agrandissement et la modification d'un bâtiment résidentiel sans ajouter un logement ou un usage complémentaire. Donc, dans la mesure où on agrandit un bâtiment résidentiel et on n'ajoute pas un logement, ça va. Parce qu'à partir du moment où on ajoute un logement, bien là, on rentre on accroît les problématiques dans les eaux usées. Les bâtiments publics, écoles, hôpitaux sont soustraits de l'application de ce règlement-là. Parce qu'on sait qu'il y a des besoins, puis ça fait partie des besoins essentiels de nos citoyens, donc ils en sont exclus. Donc, c'est pour le citoyen, c'est quelques-unes des exceptions à la grande règle de pas de nouveaux permis qui est émis dans les zones concernées, dans la mesure où ça vient accroître la pression sur nos installations de traitement des eaux usées. Donc, un citoyen qui veut se construire une maison dans ces secteurs-là, dans les 2 prochaines années, ne pourrait pas obtenir de permis. Pour un promoteur aussi, ne pourrait pas obtenir le permis pour construire la tour à logement qu'il voudrait. Exact. Le projet de règlement ne fait pas de distinction, que ce soit un promoteur qui fait un projet de développement de 500 unités de logement ou une maison unifamiliale résidentielle. Il n'y a pas de distinction, le règlement fait. Il y a peut-être des cas d'exception particuliers, vraiment d'exception, qui seront envisagés. Puis ils seront regardés chaque fois qu'il y en a un qui nous sera soumis, on va l'examiner, à savoir est-ce qu'il rentre bien est-ce qu'il rentre dans les exceptions ou il rentre dans l'application réglementaire. Certains qu'on va prendre avec beaucoup de précautions là-dedans, mais de façon générale, il n'y a pas de distinction. Les bâtiments, la construction de nouveaux bâtiments dans ces zones-là va être interdite. Puis dans les 2000 unités qui vont voir le jour pendant les 3 prochaines années dans ces secteurs-là, est-ce que vous savez ce sont quel type d'unités, finalement, qui vont vraiment voir le jour malgré le moratoire? C'est vraiment tout type. Honnêtement, il y a de tout. Il y a de la forte densité, comme il peut y avoir des bâtiments, des résidences unifamiliales, des maisons à jumelées. En fait, tous ceux qui ont déjà obtenu un permis, mais dont la construction n'est pas complétée, bien, elle va pouvoir se faire parce que la personne ou l'entreprise dispose du permis en conséquence. Donc, ce qui lui reste, c'est de mettre en chantier et de la construction. Donc, ça veut dire qu'un promoteur, par exemple, un bâtiment de 200 logements qui aurait obtenu son permis la semaine dernière, bien, lui, dans les 18-24 prochains mois, il va se mettre en chantier, il va construire, il va offrir au territoire des nouveaux logements. Donc, cet élan-là, puis
il est quand même assez important, là. Il y a eu beaucoup de permis qui ont été émis, mais qui ne sont pas encore rentrés en chantier. Donc, on va voir beaucoup de chantiers au cours des prochaines années, néanmoins. Puis, vous voulez que les travaux pour les usines soient terminés en 2029, mais que d'ici 2 ans, à la fin du moratoire, on ait une capacité pour construire puis octroyer des permis, finalement, pour des projets? En fait, c'est ça qu'on va voir au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on crée la table avec l'Association des constructeurs. Je vous donne un exemple. Si nos ingénieurs arrivent avec une méthode de construction qui est beaucoup plus rapide parce que les technologies évoluent énormément, puis qu'on peut livrer au fur et à mesure. Alors, c'est ça qu'on va voir. Dépendamment des usines, il y a peut-être des capacités qu'on va pouvoir libérer au fur et à mesure. Alors, on va les redonner avec grand plaisir, c'est sûr. Parce que nous, je le réitère, on veut que le développement de notre ville se poursuive. C'est la raison pour laquelle, donc, on y consacre beaucoup d'argent. En fait, il y a beaucoup d'hypothèses, si vous me permettez, beaucoup d'hypothèses qui sont émises par nos équipes, à savoir plusieurs options potentielles qui pourraient amener à libérer des capacités, mais elles doivent être vérifiées. C'est sûr qu'on ne s'engage pas là-dedans non plus. Ça peut être en matière de technologie, en matière d'autres stratégies. Alors, c'est ce qu'on va vérifier graduellement. Puis quand on dit le gel temporaire, bien, c'est sûr qu'à partir du moment, si on trouve des solutions, puis on est à pied d'œuvre pour en trouver, bien, c'est sûr qu'on va faire en sorte de modifier le règlement ou le travailler autrement. Donc, puis là, c'est la période de temps. Là, pour l'instant, le règlement, c'est 2 ans. Puis on va voir graduellement comment on s'oriente là-dedans. Est-ce que je peux revenir sur un point tantôt? Je pense que c'est vous qui aviez posé la question parce que j'avais oublié de le signaler dans ma présentation. Il faut dire que quand je signalais que le ministère de l'Environnement a des exigences beaucoup plus élevées maintenant avec le 0 rejet, c'est qu'en plus, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont transféré la responsabilité aux villes, de dire c'est à vous autres à vous assurer que vos ingénieurs vont suivre ça de près. Et c'est là que les villes ont dit, ouais, mais là, nous, quand il y a des permis de demander, on est obligé de les accorder. Supposons que vous êtes dans un usage, bon, etc. Alors, c'est là que le gouvernement a dit, on va vous permettre, dans le projet de loi, d'adopter des règlements de contrôle provisoire. Et pourquoi vous pensez que le gouvernement a fait ça? Parce qu'il savait qu'en étant plus exigeant sur les rejets d'eau usée, il allait fatalement poser cette situation-là. Parce que, vous l'avez vu dans le guide des rejets, là, qui a été rendu public récemment, la plupart des villes font des rejets, hein, vous l'avez vu. Alors, mais il faut que ces rejets-là, par exemple, nous, quand on en fait, le ministère de l'Environnement est automatiquement informé. Donc, on suit ça de près. La même chose pour le plan qu'on a mis de l'avant. Nous, on le fait avec le ministère de l'Environnement. Il a été présenté au ministère de l'Environnement. Mais je vous dis ça pour vous montrer qu'il y a un resserrement des règles. Le gouvernement, en plus, le gouvernement exige la densification. Donc, ces 2 facteurs-là. Puis mon dernier point, je ne sais pas si j'aurais oublié de vous le dire, mais c'est important. Il y a, dans les infrastructures de pérennité, sont subventionnées par le gouvernement. Mais il n'y a aucune infrastructure de développement qui est subventionnée. Vous me suivez? Alors ça pose le problème où le gouvernement nous dit, d'une part, continuez à faire du logement, on en veut du logement, mais il n'y a aucune subvention pour les infrastructures de développement. Donc, moi, mettons, je fais eau usée. Si je remets à niveau l'usine, là, je peux peut-être avoir des subventions parce que je suis dans la pérennité. C'est la même usine. Si j'ajoute un équipement dans l'usine, il faut que je paye 100 %. Me suivez-vous? Ça a l'air de rien, là, mais essayez de vous imaginer qu'au lieu de me coûter peut-être 50, 60, 65 %, ça m'en coûte 100 % là. Alors, ces 3 facteurs-là, resserrement des règles qui dit tolérance zéro, alors c'est pour ça que les autres grandes villes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils ont les mêmes problèmes que nous, là. J'ai vu Terrebonne aujourd'hui, je voyais Sherbrooke, Gatineau qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce que les normes se sont resserrées aussi. Et c'est correct que les normes se soient resserrées, on veut bien s'y adapter, mais ça demande peut-être une couple d'années de plus. Merci. Une dernière question? Oui, si c'est possible. Vous dites que ça va aussi vous permettre de choisir où vous allez développer, de faire ce moratoire-là. À quel point elles ont encore de la capacité, les usines des autres secteurs qui pourraient faire face à plus de développement dans les prochaines années? Bien, dans la 3e centrale Saint-Romuald, on n'a pas d'enjeu. Il reste quelques travaux à compléter, puis les 5000 unités sont prêtes là. On va attendre les projets. Et quand on va être monté à 5000 unités, on va avoir pas mal fait le tour du périmètre urbain.
Alors là, est-ce que le gouvernement va changer d'idée? Est-ce qu'en 2040, ils vont permettre d'agrandir les périmètres urbains? Bien là, ça sera une autre chose. Mais actuellement, dans les autres usines, on n'a pas d'enjeu. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour, monsieur. Simon Carmichael, le Journal Le Soleil. Monsieur Deslauriers, monsieur Lehouillier, monsieur Lehouillier, vous êtes à la tête de Lévis depuis 2013. Monsieur Deslauriers, comme le rappelait mon éminent collègue, vous avez été à la tête de plusieurs directions, notamment celle du développement durable, de l'urbanisme et de l'ingénierie. Depuis quand est-ce que vous avez été avisé pour la première fois de ce que Lévis est en voie de manquer de capacité? C'était quand le premier flag, là? Oh, allez-y. En fait, les premières indications, je vous dirais 2023, on a eu de l'information. Puis quand on a une information comme celle-là, c'est une information qui mérite d'être vérifiée, qui mérite d'être... et moi, c'est normal que je ne sois pas le premier averti là-dedans. C'est pas... et on a des signaux. Il faut faire des vérifications. Puis quand on fait la vérification de la capacité résiduelle d'une installation comme celle-là, il n'y a pas une aiguille qui nous dit où on en est rendu sur un tableau de bord au sein de l'usine. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ça exige d'avoir des données. Ça exige d'avoir des données sur 3 ans, d'avoir des données par temps sec, par temps humide, lorsque de la pluviométrie plus élevée. Donc, il y a beaucoup de données techniques qui sont nécessaires pour arriver véritablement à un constat qu'une usine ou installation n'a plus de capacité ou est en voie d'avoir des capacités qui sont sur le point d'être complétées. Donc, tout ça, quand on fait ces vérifications-là, on peut s'attendre à ce que ça prenne plusieurs mois, à ce qu'on dise, bien, à partir du moment où on a un premier signal et on a les signaux qui se valident, bien, ça s'étend sur plusieurs mois. Et après ça, bien, quand on réfléchit à une mesure comme celle qu'on propose au Conseil aujourd'hui, bien, il faut regarder vraiment tous les angles, tous les impacts que ça peut avoir, toutes les incidences. On mesure tout ça, et ça aussi pour nos citoyens, pour la saine gestion des deniers publics, pour tout le monde, nos entreprises. Ça prend du temps à faire, puis il faut le faire intelligemment puis raisonnablement. Fait que du côté administratif, c'est 2023. Du côté politique, quand est-ce qu'on vous a mis au fait qu'il y allait avoir cette problématique-là? Bien, nous, c'est surtout début 2024 où, pour la première fois, la direction générale a présenté au comité exécutif un peu un état de situation. Alors, nous, ce qu'on leur a demandé, préparez-nous un plan qu'on pourrait déposer au conseil municipal. On s'était fixé, on avait donné quelques mois de travail parce que c'est énorme quand même, parce que là, il faut prendre les données de 2021 où on n'apportait que des améliorations et là, il faut voir comment on peut améliorer le tout. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos gens de regarder ça pour un dépôt d'état de situation en juin 2024 au comité plénier, ce qui a été fait, d'ailleurs, en passant, par notre ingénieur-chef, qui a donné, si on veut, un état de la situation au mois de le 10 juin, plus précisément, et qui l'a présenté, je lis textuellement ce qu'il a présenté, un portrait consolidé de l'inventaire et de l'état de plusieurs actifs critiques de la ville, dont la ville a la responsabilité. Cette présentation a pour objectif d'énoncer clairement la nécessité de s'engager dans une démarche structurée en gestion d'actifs et de l'inscrire dans son cadre financier. Donc, double objectif. Juin 2024, on présente ça. Mais après, on avait un autre objectif qui est encore plus ambitieux. C'est comment inscrire tout ça dans le budget de la ville, mais avant aussi dans le cadre financier. Ce qui fait que les investissements que vous voyez aujourd'hui, qu'on a adoptés dans le PQI la semaine dernière, ont été intégrés au cadre financier. C'est qu'il a demandé un travail assez colossal, parce que c'est beau d'avoir un plan, mais peut-on le financer? Vous me suivez? Et peut-on le financer dans le respect des nouveaux paramètres que vous connaissez, là, parce que vous avez participé aux conférences de presse, nouveaux paramètres des financiers de la dette. Ça a l'air simple, mais c'est tous ces éléments complexes-là qu'il faut réunir ensemble. Et là, par la suite, bien, nos gens ont déposé au mois de novembre le plan d'action avec les actions de 180 millions qui ont été faites de 2021 à 2024 et ce qui est en marche actuellement, comme l'usine de Saint-Romuald, dont les travaux achèvent, etc. Alors, et c'est là que ces deux usines-là ont été ciblées. Alors, grosso modo, c'est un peu
l'état de la situation, là, je pense que M. Deslauriers a raison pour début 2023. Mais toute la planification, ça a demandé, puis je vous dirais, là, au niveau de notre ingénieur-chef, c'est extraordinaire le plan d'action qu'ils nous ont présenté. Alors là, on est en mode action maintenant parce qu'on a pu en plus l'inscrire dans le PQI. Si vous permettez, juste pour vous donner un exemple de la complexité, en cours de réflexion et d'analyse, les paramètres dictés par le ministère de l'Environnement ont changé. Donc, en cours même de travaux, de réflexion, d'analyse sur les capacités résiduelles, imaginez que votre cadre, votre environnement immédiat change, et réglementaire, et là, il faut se repositionner, refaire des calculs, rechanger les technologies qu'on priorise, qu'on veut favoriser pour arriver à atteindre nos objectifs de croissance. Donc, c'est un environnement excessivement complexe dans lequel on se situe. Autrement dit, puis c'est important, ça, ces nuances-là, parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, avec le resserrement des règles, dit, mais attention, là, nous autres, les changements climatiques, on n'en a rien à cirer, là. Vous êtes obligés de tenir compte dans vos traitements d'eau usée de tout ça. Vous devez avoir des usines capables de... Alors qu'avant, mettons, sur les eaux de pluie, on peut faire plus de déversement, plus de bypass. Là, aujourd'hui, mon ami, c'est 0. Alors, il faut que vous contrôliez tout ça. Alors, c'est sûr que ça ajoute aux paramètres qu'on doit mettre de l'avant. Cela étant dit, on est bien heureux de le faire, là, parce que, honnêtement, et le choix qu'on a fait, c'est de le faire. Depuis que les intentions de la Ville en lien avec ce moratoire-là ont commencé à fuiter, même depuis l'apparition de l'article ce matin, on reçoit beaucoup de réactions de promoteurs ou même de citoyens qui se disent « Il me semble que ça fait 10 ans qu'à chaque année, la Ville de Lévis fait de la communication pour dire que le numéro 1 en croissance, pour dire qu'elle a dépassé son nombre d'unités, pour dire que ça va bien, que c'est la Ville qui croit le plus au Québec. Vrai. Comment est-ce qu'on s'explique qu'après de nombreuses années au-dessus des cibles et des objectifs, que ce soit en 2023 puis en 2024, qu'on se soit rendu compte que peut-être que ça aura un impact sur la capacité? Non, bien, ce que vous dites là, d'abord, il faut corriger une situation. C'est que les capacités, on les avait, là. Et on a développé, on est bien fiers de l'avoir fait. Et on a développé bien au-delà de ce que bien d'autres villes ont fait. Alors ça, on en est très, très fiers, je vais vous le dire. Là. Moi, je dis, je suis un pro-développement, on va s'entendre là-dessus, là. Alors, donc, si ça part à peau, je pense que là, vous le savez. Alors, donc, à partir de ce moment-là, nous, on est des pro-développement. Et dans l'ambitieux programme qu'on vient de mettre de l'avant, là, n'oubliez pas qu'en 2029, même dans l'intervalle, je libère 25 000 nouvelles unités. C'est pas rien. Là. Alors, c'est un choix qu'on a fait. Et on est très fiers de l'avoir fait. Mais il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de brisure. Là. Il y a tout simplement que pendant un certain temps, dans certains secteurs de la ville qui sont déjà en surchauffe, je le rappelle. Et ça fait longtemps que je le dis, qu'on est des secteurs en surchauffe. D'ailleurs, en passant, visuellement, vous le voyez vous autres-mêmes. Bien là, c'est normal, mais on est dans une évolution normale. Et en plus, le ministère de l'Environnement, en parallèle, resserre ses règles et nous exige maintenant des résultats. Alors nous, on a tout présenté ça au ministère de l'Environnement. On leur a dit, ben voilà notre plan de match. Et à date, on va vous le dire, sont assez impressionnés par le plan qu'on a déposé, là. Alors, pourquoi? Parce qu'on se remet à niveau. Puis, on n'est pas les seuls, là, en passant. Regardez les autres villes, ce qui se passe. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous pensez que si on continuait à dézoner des terres agricoles, est-ce que vous pensez que la densification dans les grandes villes sera aussi élevée? Sérieusement. Mais vous auriez le même enjeu de capacité d'eau usée, non? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que c'est le redéveloppement qui est très rapide. Le redéveloppement, là, je vais vous dire comment ça marche. Le redéveloppement, c'est simple. Vous êtes sur Guillaume Couture. Vous avez droit, mettons, à 12 étages. Mettons ça, par exemple. Vous venez demander un permis. Vous vous branchez, c'est terminé. Vous développez un quartier complet. Comme, prenons l'exemple, prenons-en un concrètement que vous connaissez, Humano. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des plans, des devis, vous développez des rues. Là, il faut que vous fassiez... Et vous payez toutes les infrastructures quand vous êtes promoteur, l'aqueduc, l'égout, le pavage, le trottoir, l'éclairage. Alors, le temps que vous développez vos rues peut se passer 2-3 ans de délai. C'est long, ça, c'est des longs processus. Alors, ce que je veux dire, c'est que le redéveloppement, c'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Et c'est cette rapidité-là qui, finalement, des fois, joue des tours aux villes depuis quelques années en raison de cette nécessité de densifier. Parfait. Juste une petite dernière question pour moi. S'il vous plaît.
Surtaxe des terrains vagues desservis. L'an passé, quand vous, en marge du budget, vous aviez fait quadrupler la taxe, le taux de taxation des terrains vagues desservis de la ville. Puis les promoteurs, vous avez accusé à ce moment-là de surtaxer tout en empêchant de développer. Vous aviez dit que ce n'était pas le cas, qu'il y avait personne qui allait se retrouver avec un terrain pas développable. Aujourd'hui, vraisemblablement, vous allez mettre officiellement sur pause la capacité de développer ces secteurs-là dans vos pôles. Est-ce que vous comptez retirer au prochain budget la surtaxe aux terrains desservis vacants? Et sinon, pourquoi? Comment vous le justifiez? Alors, la réponse à cette question, elle est suivante. C'est que les règlements qu'on adopte ne sont que des règlements de contrôle provisoire. Ils ont un temps, ils sont dans un temps limité. Donc, la problématique reliée aux taxes dont vous parlez, c'est que si c'était permanent, là, on a un problème. Mais ce n'est pas permanent, c'est provisoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est plus fondamental, quant à nous, c'est que j'ai dit à la Chambre de commerce le 14 février dernier, devant les gens d'affaires, il faudra qu'on trouve une équité dans le financement des infrastructures de développement. Parce qu'actuellement, le contribuable en paie une très forte partie. Il faut qu'on trouve ce point d'équilibre dans le financement et dans les revenus qu'on doit aller chercher en toute équité. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va demander le ciel aux promoteurs, mais on va leur demander de payer une part équitable. Cette taxe-là en fait partie, mais j'ai donné le mandat à notre directeur général de regarder en 2025 sur quelle source de diversification de revenus on pourrait compter dans l'avenir, et on va regarder ça avec notre table de concertation qui réunit justement les associations en construction. Par exemple, vous les connaissez comme moi. Ça peut être est-ce qu'on fait des redevances porte par porte, etc. Alors, c'est ces éléments-là qu'on va regarder. Et bien, ça va dépendre de la stratégie de nouveaux revenus avec lesquels on va nous arriver. Et là, à ce moment-là, il pourrait avoir éventuellement une certaine ouverture. On va voir. Mais vous allez le voir, là. Je vous fais le pari que d'autres villes vont embarquer dans la taxe, dans cette taxe des terrains vagues desservis, là. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'autres villes qui embarquent. Vous savez pourquoi? Parce que faire de la densification, c'est pas gratuit pour les villes non plus. C'est ça que je veux vous dire. Donc, moi, il est sûr qu'il faut qu'avec les contribuables, je maintienne cette équité dans le financement, d'autant plus que, comme je vous disais, les structures d'amélioration, hein, les infrastructures d'amélioration ne sont pas subventionnées. Alors donc, là, il faut faire attention pour pas que ça soit le contribuable qui paye pour tout. Me suivez-vous? C'est dans ce sens-là qu'on va établir, disons, cet équilibre-là, cette équité-là, mais on va le faire avec les intervenants à la table de concertation. Si vous me permettez, je compléterai là-dessus, M. Carmichael. Vous savez, les terrains vagues desservis, là, la grande majorité, ça fait des années qu'ils sont développables. Des années. Ils ne le sont pas encore développés encore aujourd'hui, malgré toute l'effervescence et toutes les conditions qui sont mises pour le développement là, depuis les dernières années, ne sont pas encore développés. Alors, ceux qui viennent nous voir, qui vont nous dire on ne peut pas développer, on était maintenant prêt à développer, quel curieux hasard, là, bien, il faut le prendre avec un bémol aussi. Tu sais, un pas de recul en disant, bien, OK, mais ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que les terrains sont vacants puis sont desservis. Là, c'est bizarre de hasard que ça se produise aujourd'hui, que vous êtes prêts, là. Tu sais. Fait que, il y a ça aussi. Fait qu'il faut prendre un pas de recul puis regarder le paysage au complet, là. Ce ne sont pas tous des cas extrêmes où, véritablement, là, c'était le seul moment où ils pouvaient le développer. Merci. Je vais prendre 2 dernières interventions, s'il vous plaît. Oui, parfait. Je vais y aller rapidement. Excusez-moi. Est-ce qu'on est à risque de vivre ce qu'on vit là avec le traitement des eaux usées pour plein d'autres services de la ville? Je pense à la mobilité, le trafic, le transport en commun, les centres communautaires, est-ce qu'ils vont en avoir assez, les arénas? Parce que la population a monté de façon fulgurante. Là. Démographiquement, on est rendu à 2040. Donc, est-ce qu'on est à risque à ce niveau-là que les services diminuent pour les citoyens? Non, je dirais que non, dans la mesure où on poursuit notre développement. Et nous le démontrerons dans le cadre du budget. Les nouveaux revenus sont quand même essentiels pour le développement de notre ville. Mais justement, je reviens à l'équité dont je parlais tantôt.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les nouveaux revenus qu'on a, parce que, par exemple, on a de l'habitation qui s'ajoute, des industries, des commerces, on veut justement qu'ils servent à développer des éléments qualité de vie et pas juste pour réinvestir dans des infrastructures de développement, vous me suivez? Alors, c'est là qu'on crée l'équilibre. Alors non, nous, on va poursuivre sur notre lancée pour nos équipements. On a investi énormément dans les dernières années parce que quand je suis arrivé, il y avait un rattrapage à faire au niveau des équipements qualité de vie, complexe aquatique à 35 millions, l'Aréna de glace à Saint-Romuald, le Soccer Dome au Collège de Lévis, dans lequel on est partenaire. Donc, c'est des éléments qu'on ajoute là, de plus en plus Et il faut y aller selon un dosage qui tient compte de notre capacité de payer. C'est la raison pour laquelle, dans les 2 ou 3 prochaines années, on va mettre davantage d'accent sur nos infrastructures, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va laisser nos projets qualité de vie de côté. Là. Mais la question se pose, mais en ce qui concerne les infrastructures de façon globale et générale, oui, je vous avoue que dans toutes les villes et municipalités, on en discute constamment à l'Union des municipalités. C'est sûr que ça devient de plus en plus difficile. Les coûts augmentent, vous le savez. Les investissements sont énormes, les investissements que les municipalités doivent supporter. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je vais vous dire une affaire, il va falloir être drôlement discipliné si on veut y arriver. C'est pas évident assurer la pérennité et le développement de nos infrastructures. Là. Ça commence à être difficile et vous l'avez vu, là, hein, le contribuable est plus capable d'en prendre. Hein? Sa préoccupation actuellement, c'est le coût de la vie, l'inflation, etc. Ça, c'est le numéro 1 maintenant dans les préoccupations de tout le monde. Alors, il va falloir... Est-ce qu'on va aller éventuellement avec une certaine... avec un certain repositionnement dans les services qu'on offre? Sûrement que dans quelques années, là, je ne veux pas ameuter personne, mais sûrement que dans quelques années, on devra faire ces réflexions-là. J'en suis convaincu. Parce que, une petite dernière rapide, lors de l'exercice budgétaire de cette semaine, j'avais dit pas de taxe de redevance en 2024, mais je comprends qu'en 2025, on l'étudie sérieusement. Ah bien, ça fait partie du mandat que j'ai donné à la direction générale. Dites-nous qu'est-ce qui apparaîtrait équitable de nouveaux revenus qu'on pourrait aller chercher. À ce moment-là, nous, on va rencontrer les diverses tables. Vous avez vu la table de concertation que j'ai mis sur pied, on va les rencontrer. On va en discuter ouvertement avec eux et on va leur montrer, par contre, une chose, c'est qu'il faut que ce soit équitable, la répartition dans les infrastructures. Mais là, pour le moment, on a la taxe et terrains vagues desservis. Est-ce qu'on va avoir autre chose? Est-ce qu'on va modifier un peu la taxe et terrains vagues desservis? J'ai hâte de voir, j'ai entendu dire qu'il y a d'autres municipalités qui allaient ajouter la taxe et terrains vagues desservis, là, le 4 fois. Là. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les autres villes. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Dernière question, Mme Gaudreau. Oui, bonjour, Valérie Gaudreau, Le Soleil. Bonjour. En fait, c'est 2 questions rapides, une Oui. sur le vocabulaire et une plus philosophique. Oui. Question de vocabulaire, M. Laugier, vous avez employé une fois le mot moratoire. On voit que dans le communiqué, on est plus dans la pause, dans le frein. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que le mot moratoire a une portée que vous souhaitez pas? C'est-à-dire qu'officiellement, le gouvernement parle de règlement. La loi, c'est des règlements de contrôle provisoire. Mm-hmm. En réalité, c'est comme un moratoire, Ouais. si on veut. Il n'y a là. pas de volonté de ne pas trop employer ce mot-là. Là. Non, ben, c'est parce que nous autres, on utilise le règlement de contrôle provisoire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le mot provisoire. Oui. C'est que... Non, mais c'est ça. Non, mais Puis c'est vrai, un moratoire, je trouve que ça a un effet... mon Dieu, non, c'est provisoire. Là. C'est parce qu'il s'en vient quelque chose qui va être intéressant. En tout cas, j'aime mieux provisoire. Moi, j'aime mieux ce mot-là. Mais ça m'amène parfaitement à ma deuxième question, qui est un peu plus philosophique, parce qu'on sent que vous voulez aujourd'hui dire oui, il y a ça qui est temporaire, mais attention, soyez rassurés, on poursuit notre développement. Je suis un pro-développement, on le sait, vous logez, M. Laugier, et c'est tout à fait cohérent. Mais est-ce que quand même un épisode comme ça amène, je dirais, une prise de conscience sur un type de développement dans très long terme? Est-ce que dans 10 ans, on va se retrouver dans la même situation? C'est-à-dire que la prise de conscience, on est en train déjà de la faire. C'est que dans la mesure où les villes récemment connaissent cette densification-là de plus en plus importante, parce qu'avant, c'était à Montréal, hein, les tours, puis tout ça, puis à un moment donné, il n'y en avait pas bien à l'est de Montréal, je voulais vous le dire en passant. Puis on a eu ce boulevard Laurier, à un moment donné,
le groupe Dallaire qui en a monté une. Il devait en monter une de 30-40 étages qui n'a jamais vu le jour, mais c'est pas grave. Alors, on voit là qu'il y a une poussée vers les hauteurs. Ça, à mon avis, et on est en train d'y travailler justement avec David, qui est notre directeur général adjoint, on va profiter de ce momentum provisoire, appelons-le comme ça, de ces moments provisoires pour effectivement commencer à voir comment on déploie la densification, quelles sont les conditions de cette densification-là, comment on maintient aussi la qualité de vie à l'intérieur de cette densification-là, quelles sont les exigences de la densification, la fluidité, etc. Donc, un beau mandat, là, je vous le livre quasiment en primaire, un beau mandat que la direction générale s'est donné et qu'on lui a donné. Donc, on va vous revenir là-dessus, c'est sûr. Donc, il y a quand même une certaine leçon, ça veut dire... Bien, la leçon, c'est qu'à un moment donné, on ne s'attendait pas que le redéveloppement allait être aussi important que ce qu'on avait prévu. Et même, vous avez vu, on a fait mentir les statistiques de l'Institut de la statistique du Québec, mais ce n'est pas le propre de Lévis, là, encore une fois. Il y a beaucoup de villes qui sont dans cette situation-là. Mais l'important, c'est de trouver la voie de passage. Et nous, je pense qu'on l'a trouvé, la voie de passage. Et il faut aussi, à partir de janvier, maintenir les relations avec tous ceux qui font du développement à Lévis et en même temps planifier notre mise à jour au niveau du plan d'urbanisme. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Je vous remercie infiniment pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci.